RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant avec l'invité de la semaine, Martin Blin. Comment vas-tu ? Bah écoute Elie, je vais très bien. Et toi ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, d'où viens-tu ? Bien sûr. Alors, moi j'ai hérité à l'âge de 18 ans de ma grand-mère, et donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'investis sur les marchés financiers. Et puis je me suis rendu compte que pas mal de mes proches au fait, avaient des difficultés pour investir, ou du moins n'investissaient pas forcément de manière très optimisée. Donc vu que j'ai une certaine expertise par rapport à ça, j'ai passé un diplôme de conseiller financier cette année pour pouvoir ouvrir un cabinet de conseil financier. Donc concrètement, qu'est-ce que j'y fais ? Il sera prêt dans quelques semaines, c'est pas encore prêt, il reste quelques détails administratifs à régler, mais l'idée ça serait d'accompagner chacun des épargnants pour les aider à investir au mieux et éviter entre guillemets les pièges qu'on peut retrouver dans les banques ou chez certains gestionnaires de patrimoine. Quel a été ton parcours ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu te lances dans le marché financier Alors, il faut savoir que je m'intéresse à l'économie depuis que j'ai à peu près 13-14 ans. Enfin, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. D'ailleurs, à l'école, c'était à peu près l'une des seules matières où j'étais vraiment bon. Le reste, j'étais pas un élève modèle. Et quand j'ai touché l'héritage lorsque j'avais 18 ans, je me suis rendu compte que la plupart des solutions qu'il y avait justement dans les banques ou même chez un gestionnaire de patrimoine, que c'était souvent cher en termes de frais et que sur le long terme, en fait, les performances proposées entre guillemets ne permettaient même pas de battre entre guillemets les gros indices boursiers, alors qu'un indice boursier, on peut l'acheter facilement sans trop de contraintes techniques et n'importe qui peut faire ça. Ouais. Donc au départ, je me suis dit que j'allais investir par moi-même, donc ça faisait un peu peur à mes parents. Au début, ils comprenaient pas trop ma démarche justement. Pour eux, c'était normal de voir un gestionnaire de patrimoine ou un banquier pour placer son argent. Donc c'est là où j'ai réellement commencé à m'intéresser à ça, et surtout cette année-là j'étais en école de marketing digital à Strasbourg et ça me plaisait pas trop, donc moi ça me permettait entre guillemets de bosser sur quelque chose de secondaire mais qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai fini entre guillemets mon année de marketing à Strasbourg, puis c'est là où je me suis dit que j'allais me concentrer à 100% sur mes investissements parce que c'est un univers qui me passionne, quoi. Ok. Et du coup, là, tu as fait ton école de marketing à Strasbourg, donc ça veut dire que tu as quand même des diplômes dans ce milieu-là ? Non, parce que j'ai fait qu'une seule année et si je ne me trompe pas, c'était en 5 ans. Okay. Donc en fait, je suis parti en cours de route parce que les professeurs étaient plutôt des gens qui étaient des théoriciens, et moi je préfère les gens qui sont dans la pratique, qui font quelque chose de concret. Il me semble, sur les 8 profs que j'avais, il n'y en avait que 2 qui bossaient activement dans le marketing. Je trouvais ça un petit peu abusé que quelqu'un m'apprenne quelque chose alors que qu'ils ne faisaient pas entre guillemets ces choses-là au quotidien dans leur profession de tous les jours. Donc puis certains d'entre eux justement avaient été profs toute leur vie, donc je trouvais ça un peu dommage, quoi. Oui, donc il te fallait plus un milieu concret ou des gens qui travaillent forcément dans ça, qui t'apprennent plus. C'est pour ça que moi j'aime bien le modèle de l'alternance. Le truc qui a rien à voir, mais j'aime bien le modèle de l'alternance parce que ça permet aux gens justement de se former progressivement et surtout de voir directement si le métier leur plaît. Parce que quelqu'un qui va faire des études, je sais pas, pendant peut-être 3, 4, 5 ans, s'il a, admettons que 2 semaines de stage par an, peut-être qu'en fait il se rend pas assez compte de ce que représente le métier, et peut-être qu'à la fin de ses études, ça peut moins lui plaire. Donc je pense que pour moi c'est un bon moyen, l'alternance, de voir rapidement si ça nous plaît ou pas, quoi. D'ailleurs le modèle suisse est très axé là-dessus, mais là je fais une petite digression. mais voilà. Ok. Et donc là, quel est ton professionnalisme par rapport à tout ça ? Quel est le diplôme que tu as quand on vient te voir parce que on va le dire, t'es jeune, t'as 21 ans. Je suis relativement jeune et je peux comprendre que pour certaines personnes soient réticentes entre guillemets, à se faire conseiller financièrement par quelqu'un qui est très jeune. Alors du coup, j'ai plusieurs éléments entre guillemets à apporter. Donc ça fait à peu près 3 ans que j'investis sur les marchés. Donc pendant ces 3 ans, il faut comprendre que la majorité de ce que je faisais, c'était de modéliser des stratégies d'investissement et voir comment est-ce qu'elles se sont comportées dans le passé. Donc ça, c'est surtout beaucoup d'histoire financière, analyser ce qui s'est passé dans le passé et utiliser des logiciels pour modéliser des stratégies et voir quel rendement on peut attendre sur le long terme, quelle volatilité on peut avoir sur le portefeuille. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Et je le fais toujours d'ailleurs actuellement aujourd'hui, j'ai pas mal de stratégies qui sont en cours de développement par rapport à ça. Et en parallèle de ça, cette année, j'ai fait une formation du coup pour devenir conseiller en investissement financier. C'est un statut qui ressemble un peu à gestionnaire de patrimoine, mais à quelques détails près.
Donc pour ça, en fait, j'ai fait une formation avec un organisme agréé, une formation que j'ai fait très rapidement, en fait, parce que je connaissais déjà un peu tous les rouages du métier. Donc j'ai obtenu, j'ai validé la formation très rapidement parce que j'avais déjà plus ou moins réponse entre guillemets à la plupart des situations qui m'étaient présentées. Et suite à ça, du coup, j'ai passé ce qu'on appelle la certification MF, qui est obligatoire pour la plupart des professions financières en France parce que ça permet de... Bon, honnêtement, c'est un peu un... Comment dire ? C'est des questions qui sont pas très complexes dans le fond, mais c'est des choses qu'il faut savoir parce que c'est un peu du bon sens, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, s'il y a des personnes qui viennent te voir, comment en fait tu les appâtes, comment ça se passe en fait? Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Aujourd'hui, quand il y a des personnes qui viennent te voir donc pour un conseil financier, comment ça se passe? Ok, alors il faut savoir que mon cabinet du coup sera prêt dans à peu près 3 semaines, donc là actuellement j'ai pas encore reçu le moindre client parce que quelques détails administratifs à régler. Mais en fait, quand un client viendra me voir, déjà pour moi dans un premier temps c'est de comprendre qui est la personne, comment est-ce qu'elle évolue financièrement, comment est-ce qu'elle gagne par mois, combien est-ce qu'elle peut mettre de côté, quels sont ses projets à venir, parce que forcément on va pas conseiller une personne on va pas conseiller de la même manière une personne qui a 70 ans, qui a déjà payé sa résidence principale, et une personne qui a peut-être 25-30 ans, qui va acheter sa résidence principale, qui va peut-être avoir des enfants, parce que c'est plein de contraintes en plus qu'il faut prendre en compte pour savoir comment est-ce qu'on peut investir. Parce que certaines personnes, et puis notamment aussi au niveau du risque, certaines personnes qui sont un peu entre guillemets des têtes brûlées, qui sont prêts à prendre plus de risques, mais en contrepartie de plus de rendement. Donc c'est là où c'est des stratégies qui se valent, tandis que d'autres personnes seront un peu plus frileuses. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la mentalité française. Les gens sont assez frileux à propos de l'investissement, et ça, on le sait plutôt. Enfin, c'est plutôt simple à voir. Il suffit de regarder la répartition du patrimoine moyen d'un Français, et on se rend compte généralement que ce qui pèse le plus dans le patrimoine, c'est de l'immobilier. Donc, notamment avec la résidence principale, puis ensuite éventuellement des investissements locatifs. Et ça, généralement, ça pèse assez fort dans le patrimoine d'un Français. Le problème, c'est que ça attire pas trop de rendement. Bon, en contrepartie d'une certaine stabilité, généralement dans les prix. Mais d'une manière générale, quand je vais conseiller un client, la première étape, ça sera vraiment de comprendre qui il est, de quoi est-ce qu'il a besoin, et ensuite de voir si ça va convenir aussi avec ce que je peux lui proposer, parce que moi j'ai une approche qui est plutôt de faire suffisamment de rendement, parce que quand on fait du rendement, il suffit pas simplement de regarder le rendement brut. Admettons que vous avez fait 6% sur une année, il faut pas simplement regarder le rendement brut, il faut déduire l'inflation. Et il faut déduire potentiellement les impôts que vous allez payer sur la plus-value. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un peu la douche froide, parce qu'en France, il y a l'Observatoire européen de l'épargne qui avait fait une étude et montrait que sur 10 ans, en moyenne, un Français faisait 2,06% de rendement par an. Ce qui fait qu'une fois que tu déduis l'inflation et les impôts, souvent c'est la douche froide et il reste pas grand-chose, voire même des fois, en fait, on a une perte de pouvoir d'achat réel. Et il suffit de regarder par exemple une année comme 2022 où il me semble il y a eu un pic à peu près de 9% d'inflation, ça peut vite faire très mal. Donc moi j'ai plutôt une approche qui est d'aller vers du haut rendement, quitte à accepter plus de volatilité sur le long terme, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir une appréciation de son patrimoine et réellement gagner de l'argent. Et à mon avis, moi, les clients qui ne voudront pas prendre de risques, plutôt que de les accepter en tant que client, je pense que je les refuserai et je les renverrai vers d'autres cabinets de gestion de patrimoine ou vers d'autres conseillers financiers, parce que c'est pas le genre de personne que j'ai envie d'accompagner. Alors c'est un parti pris, ça plaît pas à tout le monde, mais pour moi, j'ai envie de respecter entre guillemets mon identité et ce pourquoi je crois, qui est de battre l'inflation, quoi, et de générer réellement du pouvoir d'achat avec ces investissements, quoi. Ok, donc là ce que je comprends quand les gens ils viennent vers toi, donc il y a déjà une création de proximité, donc de savoir qui est la personne et de comment elle évolue par rapport à ses finances. Oui, bien sûr. Et puis après il y a toujours ce côté de rendement en fait. Tu vas essayer d'avoir. Alors je vais passer du coup sur la première partie de ta question. Ouais, effectivement il y a une logique de proximité, parce qu'on ne confie pas son argent à n'importe qui. Enfin, même si je ne gère pas directement votre argent, je vous apporte en fait tous les conseils pour le gérer. Je vous dis exactement comment structurer votre portefeuille. Donc, c'est là où il y a une petite nuance à faire par rapport à ça. Mais je pense que la relation de proximité, c'est un truc qui est primordial, notamment quand on place son argent, parce que si on n'a pas confiance en la personne qui place notre argent, je pense que ça vaut pas le coup, parce que c'est sûr. Parce que c'est quand même des sujets entre guillemets assez sensibles. Puis généralement, on parle quand même de l'épargne d'une vie et de ce pourquoi vous avez bossé pendant des années. Pour moi, effectivement, c'est primordial de faire confiance à son conseiller financier, ou du moins à son gestionnaire de patrimoine, ou peu importe la profession entre guillemets qui accompagne financièrement. Et c'était quoi la seconde partie de ta question? Donc le côté rendement que tu apportes. Le côté rendement, oui. Alors, pour moi, l'approche, l'idée de vraiment aller faire du rendement, elle est hyper importante, parce que il y a certains moments où il faut moins prendre de risques sur les marchés financiers. Par exemple, là, jusqu'à je pense qu'on va se taper une récession en 2024, une récession de fin de cycle économique qui généralement, comme on en connaît une en moyenne tous les 10 ans si on regarde l'histoire économique. Donc généralement le marché action, il se passe ce qu'on appelle un crack,
Enfin, les gens appellent ça un crack généralement de manière un peu plus commune. Ok. Et donc pour moi, il faudrait mieux, à mon avis, pour 2024, éviter de trop s'exposer au marché action parce que je pense qu'il y a une bonne claque à prendre. Ok. Donc il faut se protéger par rapport à ça. Mais sur le long terme, je pense que c'est nécessaire d'être bien exposé au marché action, notamment au marché action américain, parce que pour moi, c'est ceux qui produisent le plus de valeur sur le long terme, parce que les Américains, tout simplement, ont une économie qui est assez exceptionnelle. Et voilà. Mais pour moi, vraiment, comment dire, la pire chose à faire, c'est de garder du cash et de se mettre sur des placements sans risque sur long terme, parce qu'il y a un coût, entre guillemets, d'inaction qui est hyper violent, parce qu'on sait que l'inflation, on sait que les fonds euros ou les solutions sans risque comme le livret A ou les autres livrets de banque, généralement, sur le long terme, ne permettent pas de compenser l'inflation. Et j'ai peut-être une statistique qui me vient en tête. Je crois que le rendement moyen annualisé du livret A depuis sa création, donc ça fait un peu plus de 200 ans, je crois qu'il est de moins 0,5% par an si on déduit l'inflation. Et c'est là qu'on se rend compte que les solutions sans risque, généralement, en fait, d'un point de vue comptable, vous n'avez pas trop de risque. Par contre, d'un point de vue perte de pouvoir d'achat à cause de l'inflation, il y a un risque un peu plus fort qui se matérialise. D'accord, donc c'est pour ça que tu dis, toi, aujourd'hui, tu n'acceptes pas forcément les personnes qui ne veulent pas prendre de risques en termes c'est-à-dire qu'à mon avis, oui, ça ne sera pas entre guillemets, mon fonds de commerce. Et même si je regarde par rapport à la manière dont je vais facturer mes services, je me dis que je me sentirais moins légitime à facturer mes services au prix que je propose si une personne ne prend pas de risque, parce qu'en fait il vaudrait mieux qu'elle aille dans une banque et qu'elle mette son argent sur le livret A ou sur une solution sans risque, en fait, parce que ça lui reviendrait limite moins cher, quoi. Ok, donc ça veut dire que là, toi aujourd'hui, tu as une grille tarifaire assez élevée. Pardon, mince. Une grille tarifaire assez élevée. Ouais. Alors pour la grille tarifaire, je prends pas un montant fixe. En fait, je prends un montant fixe, mais qui est exprimé en pourcentage par rapport à votre patrimoine. Ça veut dire qu'entre un client qui a, c'est-à-dire qu'un client qui a 1 million d'euros et un client qui a 100 000 euros ne va pas payer du tout le même montant, mais à chaque fois il va payer. En l'occurrence, ça sera normalement 1,3%. J'ai pas encore communiqué mes tarifs, c'est la première fois que je le fais. Mais normalement, ça sera 1,3% de votre épargne financière. Donc que ce soit un client qui a 1 million d'euros à placer ou 100 000 euros ou 10 000 euros, je pourrais quand même, dans tous les cas, l'accompagner, quoi. D'où l'intérêt pour moi d'avoir un client forcément qui a plus de patrimoine, parce que c'est là où la rémunération est plus intéressante. Ok, oui, donc pour toi aussi, c'est beaucoup plus rentable. Du coup, mes services techniquement seront accessibles entre guillemets à n'importe qui, même si j'ai quand même, je préfère quand même que la personne soit prête à prendre un peu de risque et que forcément elle ait un minimum d'épargne, parce qu'on investit de l'argent, quoi. Ok. D'accord, on va continuer cette interview juste après Funky Christmas de The Whisper. Complètement à l'Est sur RCM. Elfenoul. Alors aujourd'hui, avec donc Martin Blin, on parle de conseil financier. Du conseil financier, et de comment placer son argent. D'accord. Donc nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'un after-work avec le club NEC. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce club et par rapport à cet after-work précis ou par rapport au club? Plus par rapport au club. Comment ça se passe aujourd'hui, ta relation avec le club? Le club NEC, du coup, moi je suis adhérent depuis, je dirais à peu près 2 semaines. Alors en fait, le club NEC, ils font des événements, c'est un réseau d'affaires, mais qui se veut un peu plus familial entre guillemets que ce que proposent la plupart des réseaux d'affaires, et un peu moins centré du coup sur la partie professionnelle, même si on peut quand même faire du business dans ce club-là et rencontrer pas mal de monde pour avoir des opportunités professionnelles tout simplement. Le truc qui est intéressant avec le club NEC, c'est qu'en fait, il propose pas mal de services différents, notamment d'ailleurs très, très axés sur l'épargne et sur comment augmenter son niveau de vie, avec notamment des formations sur l'investissement, comment est-ce qu'on investit correctement. J'ai pas encore d'ailleurs regardé tout ce qu'ils proposent par rapport à ça, parce qu'il y a trop de contenu, mais j'ai jeté un coup d'œil et je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses intéressantes. Même si forcément, vu que c'est quand même ma profession, je pense que je connais la plupart de ce qui est proposé. Je pense que pour le grand public, ça peut être intéressant de regarder justement ce qu'ils ont à proposer. D'accord. Et toi, par rapport à ta profession, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans le club NEC aujourd'hui? D'une part, forcément un petit peu de contact pour développer son affaire, parce qu'on rencontre des personnes à droite à gauche qui potentiellement ont ces différents besoins de placer leur épargne. Alors même si effectivement les services de NEC en fait peuvent répondre pour une bonne partie, je dirais, aux problématiques d'investissement. Mais puis aussi, c'est un moyen de passer des bons moments, parce que généralement, ils font toujours des événements dans des lieux insolites. D'ailleurs, l'événement où on s'est rencontrés, c'était un lieu de lancer de hache. Et c'est là où on se dit, mais je ne savais même pas que ça existait, quoi. J'y étais déjà allé une fois, mais je trouve ce lieu vraiment chouette. Et c'est le moyen de passer un bon moment et de découvrir des nouveaux trucs. Et c'est sans cesse des événements comme ça, un petit peu à droite à gauche, dans des lieux chouettes. Une fois, il y avait Tesla, il me semble. Il y avait également
une boîte qui s'appelle Ovelia. Enfin, c'est une sorte de maison de retraite, mais vraiment moderne, et ça donne envie d'y habiter. Alors que j'ai que 21 ans, mais vraiment, ça m'a assez bluffé. D'accord. Et également d'autres lieux, j'en ai plus en tête, mais c'est ça qui est assez cool avec ce club. Et puis moi également, qu'est-ce que ça m'apporte professionnellement, du coup, pour répondre à la question, c'est que par la suite, je compte lancer un fonds d'investissement, et effectivement, j'en ai parlé avec leur fondateur, et potentiellement, ça pourrait l'intéresser de m'accompagner pour le lancement du fonds, en fait, pour lever suffisamment de capitaux, enfin, même si j'ai d'autres sources qui me permettront de lever des capitaux, mais c'est toujours un moyen, entre guillemets, d'être un peu mis en avant et d'avoir quelqu'un qui me fait confiance et qui peut m'introduire à un public un peu plus large. Mais ça sera pas pour tout de suite, du coup, ça sera peut-être probablement d'ici un an et demi, on verra, parce que pas mal de choses à faire, mais voilà. Okay. Oui, déjà, tu m'as parlé du lancement de tes locaux, mais pas forcément maintenant. Oui, pour le moment, j'ai pas encore de locaux, parce que je pense que d'une manière générale, j'irai me déplacer à chaque fois chez mes clients, parce que, comme je l'expliquais juste avant, il y a toujours cette relation de proximité que je veux avoir avec mes clients, parce que j'estime que les voir chez eux, c'est être au plus proche d'eux. Et puis parce qu'au fait, pour le départ, je vois tout simplement pas trop l'intérêt de prendre des locaux, sachant que je bosse depuis chez moi, j'ai déjà mon bureau, enfin tout le matériel qu'il faut. Donc j'estime que pour le moment, c'est pas nécessaire d'avoir des locaux. Mais bon, après, forcément, si l'activité elle grossit, au bout d'un moment, je prendrai quand même des locaux. Oui, parce que c'est tout nouveau, quoi. Parce que, oui, effectivement. Et comment ça impacte, toi, par rapport à ton travail aujourd'hui, vu que tu travailles seul, en fait? Alors, oui, je travaille seul, mais je connais pas mal de monde. Comment dire, je m'entretiens régulièrement avec des gens qui sont dans la finance, qui ont souvent des professions très différentes. Mais moi, je dirais que ça m'apporte un plus et que ça me permet d'avoir la vision des autres par rapport à ça. Et que même si, oui, effectivement, je travaille seul au quotidien, ça m'empêche pas d'aller réseauter un peu à droite à gauche, de comprendre les problématiques de la plupart des gens, et surtout de voir comment fonctionnent, entre guillemets, mes partenaires, mes concurrents, ou mes confrères, parce que je connais plusieurs gestionnaires de patrimoine. D'ailleurs, j'ai plusieurs rendez-vous prévus avec eux cette semaine. Je connais également des notaires, donc en fait, c'est toujours intéressant d'échanger avec ces professions-là qui sont... Il y a une certaine différence par rapport à ce que je fais au niveau du conseil financier, mais il y a toujours certains sujets où effectivement je peux avoir des problématiques, où je vais avoir besoin d'eux. Par exemple, quelqu'un qui aura envie de transmettre pour ses enfants une partie de son patrimoine, le mieux c'est de demander conseil à un notaire. Et vu que je connais deux notaires, c'est toujours intéressant de pouvoir traiter avec eux en direct et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir bosser sur telle ou telle situation. D'accord, donc au final tu travailles pas forcément seul, tu as quand même des gens donc, autour. Oui, officiellement, pour mon activité, je bosse tout seul, mais je peux faire appel à plein de partenaires extérieurs, notamment des gens qui sont dans l'immobilier. Notamment un mec qui a un petit peu plus de 30 ans et qui a déjà plus d'1 million d'euros de biens immobiliers, un mec qui est très compétent. Donc en fait, c'est là qui est intéressant, d'ailleurs, que j'ai connu grâce au Club Nec. Donc comme quoi on fait plutôt des belles rencontres, quoi. Pas faux. D'accord. Et aujourd'hui, là, nos auditeurs, ils t'écoutent. Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter sur un sujet d'investissement, par exemple? Alors, un des points qui est assez violent... d'une manière générale, dans l'investissement, en fait, c'est les frais que vous font payer vos conseillers bancaires ou vos gestionnaires de patrimoine. Il faut savoir que eux, en fait, une bonne partie de leur rémunération, c'est de vendre des produits financiers avec des frais élevés et généralement de retoucher une partie de ces frais, ce qu'on appelle la rétrocommission ou la rétrocession. Et ça, généralement, ça va déduire fortement votre performance nette parce que c'est des frais, tout simplement. Donc, pour moi, en fait, ce que je vous recommanderais, ce serait de plutôt aller vers des produits financiers qu'on appelle des ETF. Parce que les ETF, en fait, généralement répliquent des indices boursiers, donc par exemple le CAC 40, le S&P 500 ou quoi. Et ça, sur le long terme, faut comprendre que la plupart des fonds d'investissement n'arrivent pas à battre les performances de ces indices boursiers. Donc en fait, autant aller sur ces indices boursiers qui par nature sont diversifiés. Par exemple, le CAC 40, il y a 40 entreprises. Le S&P 500, il y a 500 entreprises. Moi, je préfère le S&P 500 parce que, encore une fois, les Américains font plus de croissance. Mais pour moi, ça me paraît être une plutôt bonne solution, quoi. Et éventuellement, de privilégier d'une manière générale l'assurance vie. Et pourquoi pas le PEA, même si moi je recommande plutôt l'assurance vie parce que c'est ce qu'il y a de plus flexible. À noter que pour moi il vaut mieux éviter le compte titre parce que le compte titre, pour ceux qui savent, en fait, le compte titre n'apporte pas d'avantages fiscaux, peu importe le nombre d'années que vous le détenez. Donc en fait il vaut mieux aller vers des solutions qui sont plus intéressantes de ce point de vue. D'accord. Là, en soit, moi personnellement, je ne m'y connais pas forcément, donc je me mets à la place des auditeurs. Là, si j'ai envie de m'intéresser à ça et de me lancer, est-ce qu'il y a un endroit où je peux m'informer ou il faut directement aller voir un conseiller financier comme toi? Je pense qu'il vaut mieux me contacter. Non, mais après, oui, il y a des chaînes d'investissement sur YouTube qui peuvent être assez intéressantes. J'en ai une en tête, Finari peut-être, une chaîne YouTube qui s'appelle Finari qui peut être intéressante. Et puis après, d'autres chaînes plus spécifiques, mais... pourquoi pas cette chaîne-là, effectivement, pour juste avoir un petit peu les bases de l'investissement passif, entre guillemets, et accessible au grand public.
D'accord. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, un dernier mot Que d'ici quelques semaines, mon cabinet de conseil sera prêt, donc j'ai hâte de pouvoir vous accompagner financièrement. Puis, D'accord. Un lieu où te retrouver, LinkedIn, Instagram Oui, sur LinkedIn, je m'appelle Martin Blin, j'ai une photo en costume où je fais un peu de portrait. Donc, D'accord. Je te remercie d'avoir été là pour cette interview. Écoute, merci Elie de m'avoir invité, ça me fait extrêmement plaisir. Pas de souci. Et puis nous, on se retrouve donc après les fêtes, le 12 janvier. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette interview et puis je vous souhaite de bonnes fêtes. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org